Saja a effectué ses études en philosophie à l'Université de Montréal, où ses intérêts se concentrent sur la philosophie politique et la justice sociale, dont on a beaucoup parlé. Son mémoire de maîtrise portait sur le visage contemporain de l'oppression à travers la pensée politique d'Iris Marion Young. Le but de cette recherche était d'utiliser la théorie de Young, en particulier sa théorie de Five Spaces of Oppression, en mettant l'accent sur trois dimensions de l'oppression, la marginalisation, l'impuissance et l'impérialisme culturel, afin de souligner leur pertinence comme outil analytique pour identifier et comprendre d'autres formes d'injustice dans nos démocraties. Actuellement, en première année de doctorat, ses recherches portent sur la question de la responsabilité politique collective et en parallèle, elle effectue une maîtrise en éthique appliquée à l'Université Laval, où elle travaille aussi comme professionnelle de recherche. Saja, je te laisse parler. Merci Enrico. Merci pour le comité d'organisation pour ce colloque. Alors, sans tarder, je commence. Alors, décrypter l'invisible, faire des outils conceptuels pour l'émancipation des groupes marginalisés. Alors, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, en fait, c'est de dépasser l'analyse académique, envisageant en fait la théorie d'Iris Marion Young sur les 5 visages de l'oppression, Five Faces of Oppression, comme des outils analytiques pour décrypter les oppressions au sein de nos sociétés contemporaines. Alors, mon but, c'est de montrer que dans la société libérale, nous vivons de l'oppression sous forme invisibilisée, forme naturalisée. Et la théorie de Young, mon but, c'est de montrer comment la théorie de Young peut nous permettre d'avoir des outils analytiques pour pouvoir mieux comprendre et mieux voir les oppressions qui se trouvent au sein de nos sociétés. Pour faire un petit topo, l'oppression a été perçue en fait qui a été perçue en fait comme un phénomène politique binaire comprenant en fait deux pôles. D'une part, on avait l'oppresseur et les opprimés. Et ces deux composants en fait distincts et en relation complexe entraînent souvent des interactions perversies. Pour voir tout au long de l'histoire de la philosophie, plusieurs définitions ont émergé de l'oppression, mais on voit les définitions en fait prenaient toujours en compte une seule, ou par exemple, ils comprenaient en compte juste une phase de l'oppression ou une seule forme d'oppression. Je choisis la théorie de Young sur l'oppression. Pourquoi? Parce que là, il faut savoir que Young, dans sa tradition, en fait, elle s'inscrit en fait dans la tradition de philosophie politique, mais avec en fait une approche unique, axée en fait sur l'étude des mouvements sociaux. Qu'est-ce que fait Young? Elle regarde les mouvements sociaux qui ont émergé aux États-Unis en 1960, et là, on découle en fait une théorie de l'oppression. Elle fait en fait une insistance sur le fait que l'oppression en fait résulte d'un réseau complexe d'interactions sociales, de normes et d'institutions. Et elle a une insistance sur le caractère en fait plus structurel et systémique de l'oppression, en fait s'éloignant aussi d'une certaine vision, pouvant dire purement moraliste, des comportements interpersonnels. Elle définit l'oppression comme, en fait elle est vue comme une contrainte institutionnelle à l'autodéveloppement. Alors, dès lors que nous avons quelque chose qui arrête une certaine autodéveloppement de chez la personne, bien on est devant de l'oppression. Pour elle, en fait, l'oppression est un phénomène complexe et multifacette et on ne peut pas vraiment le réduire à une seule face. On peut penser en fait à la théorie de Crenshaw qui a été développée en 1980 dans le contexte du Black Feminism, où Crenshaw, en fait, tout comme lui, en fait, cherche à dépasser la vision binaire et uniforme de l'oppression, mettant en fait en lumière la complexité des interprétations des visuels au sein des structures sociopolitiques prévalentes. Et cette théorie, en fait, analyse la manière dont différentes formes de discrimination selon le genre, la classe, la race, l'orientation sexuelle se croisent et interagissent pour créer, en fait, des injustices sociales. Cette, cette perspective, en fait, souligne que la façon à laquelle ces dimensions s'imbriquent les unes avec les autres pour façonner et perturber les inégalités, en fait, systémiques. Pour elle, dans son analyse, en fait, Young va au-delà des limites du paradigme libéral classique tel que formulé par John Rawls. Dans son analyse dans son ouvrage Justice and Politics of Difference, elle présente en fait les 5 phases de l'oppression, en fait, qui sont des mécanismes sociaux et qui ne se limitent pas à la simple redistribution des ressources, mais qui s'inscrivent dans pouvons dire, des injustices plus profondes et systémiques. Elle met l'accent en fait sur la complexité et la diversité des formes d'oppression qui peuvent se manifester dans divers contextes et envers différents groupes. Et sa vision met en évidence l'importance de ne pas restreindre l'oppression à des critères spécifiques, mais plutôt de saisir la manière dont les différentes conditions sociales interagissent tout simultanément ou se jouent dans la vie des individus. Alors, elle parle de l'exploitation, la marginalisation,
l'impuissance et l'impérialisme culturel et la violence. Et dans le cadre de ma présentation, je vais m'intéresser à la marginalisation, l'impuissance et l'impérialisme culturel, euh, étant en fait, des phases qui sont plus, pardon, qui sont plus, qui sont moins visibles en fait, et par rapport par exemple à l'inflation qu'on peut plus le voir et la violence aussi. La- pour Young, il faut savoir que l'oppression a une certaine dimension structurelle. Alors, elle s'encadre, elle s'intègre dans la structure dans la société. En fait, dans son ouvrage Responsibility and the Global Labor, à travers en fait une étude de cas sur le switch-up, ces ateliers de misère à l'Institut textile, Young en fait développe les concepts d'injustice structurelle et responsabilité basés sur son modèle de connexion sociale. De même, dans son livre, en fait, Responsibility for Justice, elle illustre sa définition à l'injustice structurelle à travers l'histoire de Sandy, en fait, qui est une mère célibataire et qui est confrontée à la gentrification, au processus d'embourgeoisement, forçant en fait les locataires défavorisés à s'éloigner des centres urbains. Et que ce soit à travers des conditions de travail exaspérantes, dans les ateliers de misère ou à travers la vulnérabilité des plus démunis face à la crise de logement, Jung, en fait, souligne la nécessité d'examiner les structures sociales, économiques et politiques engendrant les situations d'insécurité et, et d'où maintenant, en fait, elle définit en fait l'injustice structurelle en disant que l'injustice structurelle existe lorsque des processus sociaux placent de larges groupes de personnes sur leur menace systémique de domination, de privation des moyens de développer et d'exercer leurs capacités. Alors que même que ces processus permettent à d'autres de dominer ou d'avoir un large éventail d'opportunités pour développer et exercer les capacités dont ils disposent. Pour mieux visualiser, je vais faire une petite expérience de pensée, mais imaginez un jeu de société où les règles sont seulement écrites en français. On va comprendre en fait que si une personne qui ne parle pas le français, qui aimerait jouer ce jeu-là, ben, elle ne sera pas capable de le jouer parce que les règles sont faites juste de façon à ce qu'elles soient conformes aux personnes juste qui parlent français. Fait que c'est juste pour vous dire que dans la société même, on a des normes, des règles qui sont mises, qui sont écrites et qui sont adoptées, mais qui sont faites juste à un certain groupe et qui ne font pas en fait la grande diversité qui se trouve. Fait que si je veux commencer avec la marginalisation comme force de l'oppression, avant de comprendre la marginalisation, il faut comprendre que l'ontologie du groupe, en fait, le groupe d'ontologie sociale de Young est très important pour comprendre comment et qui et sur qui, en fait, la marginalisation opère. En fait, selon Young, ce sont principalement les groupes sociaux qui sont affectés par par la marginalisation plutôt que les individus isolément. Puis en effet, s'éloignant de l'individualisme en fait, méthodologique, l'ontologie sociale de Young en fait, postule que l'accès aux opportunités dépend avant tout de l'appartenance à un groupe social. Et les groupes ne sont pas des entités autonomes. Un groupe social, en fait, se définit non seulement par sa culture distincte, mais aussi par, en fait, ses interactions, ses relations avec d'autres groupes. Et ces échanges mettent en évidence l'interdépendance qui est cruciale pour comprendre, en fait, les structures sociales de côté et qui est, en fait, l'aspect central de l'ontologie de Young. Et elle insiste sur le fait que la compréhension des groupes passe par l'examen de ces dynamiques d'échange, même dans un contexte où, en fait, les relations ne sont pas toujours systémiques et ou équilibrées. Et il va y avoir dans la présentation, d'habitude, j'ajoute des petits bonheurs avec des petites bulles, juste pour citer en fait les propos qui sont un peu, juste pour citer l'aspect un peu philosophique de mes propos. Alors, la marginalisation, en fait, selon Young, si je veux la définir, c'est une situation institutionnellement créée qui conduit à l'exclusion de certains groupes sociaux de différentes manières. Pour elle, en fait, les personnes affectées par la marginalisation sont celles que le système dominant du travail refuse ou néglige de valoriser. Et là, si on veut voir qu'est-ce que ça engendre, cette injustice, cette oppression-là, ben, en fait, la première injustice engendrée par la marginalisation, en fait, concerne l'allocation des ressources, en fait, qui se manifeste par une privation matérielle. Cette privation, en fait, indique qu'une personne ne dispose pas les moyens nécessaires pour vivre et qu'elle doit compter sur les autres pour les obtenir. Dans son analyse, en fait, Young remet la question des modèles classiques de citoyenneté dans la tradition libérale, qui prend en fait une conception abstraite de la citoyenneté universelle présentant tous les individus sur un pied d'égalité civique. Tout en reconnaissant que cette conception idéale offre en apparence un statut, on peut dire un statut politique égal sans tenir compte des distinctions sociales, il faut néanmoins en fait noter que ces limites en fait, que pour Young, en fait, elle soutient que malgré son allure inclusive, on va voir que cette notion abstraite a tendance à occulter des spécificités et des singularités individuelles dans le monde qui est non idéal.
Et Young, en fait, argumente que cette notion trop abstraite de la citoyenneté, basée sur une idée d'universalité, néglige la reconnaissance politique des spécificités concrètes. Par spécificité, en fait, elle entend les enjeux politiques, les enjeux, en fait, pardon, particuliers qui viennent désavantager les positions sociales et les conditions d'existence ou d'exercice des individus dans certains aspects de leur vie. Et ces obstacles auxquels certains membres de la société doivent confronter exigent parfois une assistance publique sous forme de prestations sociales qui les marginalisent davantage. Puis en effet, cette dépendance socio-économique pour subvenir à leurs besoins les exclut en fait davantage par rapport à une norme d'autonomie ou d'indépendance qui est valorisée en fait au sein des traditions libérales. Une autre injustice qui en découle. En fait, dans cette optique, on va voir que ce modèle abstrait et illusoire de citoyenneté apparaît problématique car en fait, il prive certains groupes de leur voix et de leur représentation, les empêchant ainsi de faire en fait valoir leur singularité et leur spécificité concrète. En fait, la sous-représentation en fait des groupes marginalisés dans les situations, dans les institutions politiques et les processus de prise de décision en est une illustration. Par exemple, elle utilise souvent le terme prison moderne, dans laquelle Young soulève non seulement la privation de liberté, mais aussi les assujettements de ces groupes à des normes préétablies, que ce soit au sein des asiles, des hospices ou des écoles. Bien qu'elles se présentent comme des structures d'aide ou de protection, ces institutions en fait imposent en réalité des contraintes souvent contradictoires avec les principes fondamentaux de liberté et de dignité humaine. Young, en fait, note que dans les sociétés actuelles, certains groupes, comme les personnes âgées, les personnes en situation de pauvreté, les personnes qui sont en situation de handicap, en fait, dépendent des services sociaux. Et ces individus-là sont souvent placés sous l'autorité d'administrateurs publics et privés et se considèrent comme étant des subordinations légales parce qu'ils doivent, en fait, se conformer aux règles et conditions fixées par ces services-là. Et cette subordination aura inévitablement en fait, des répercussions significatives et négatives sur leur autonomie. Et Young fait, suggère que l'autonomie est souvent en fait, perçue comme la capacité d'agir indépendamment, mais cette vision peut en fait euh, elle peut conduire aussi à d'autres formes d'exclusion et, euh, et quand nos sociétés modernes emploient des systèmes qui agissent comme des prisons modernes, elles réduisent l'autonomie d'une part individuelle, qui est en fait amenée à empêcher que les personnes marginalisées de prendre leurs propres décisions et de s'exprimer librement. Et cette privation de l'autonomie se manifeste notamment dans le cas de la marginalisation politique qui implique des dénis ou l'annulation des droits politiques et de l'égalité de citoyenneté pour certains groupes, ce qui en fait empêche de larges segments de population de participer à la prise de décision collective. Maintenant, pour passer aux deuxième phase de l'oppression qui est l'impuissance. En fait, pour Young, l'impuissance, en fait, être impuissant, signifie de manquer de la capacité à participer à la prise de décision qui affecte les conditions de sa propre vie. En fait, pour Young, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explore l'impuissance issue de la division du travail ou la planification qui est dissociée de l'exécution. S'appuyant en fait sur la conception marxiste des classes, elle éclaire en fait la structure sous-jacente de l'exploitation. En intégrant le concept d'impuissance à l'idée marxiste d'exploitation, en fait, elle met en lumière les manifestations actuelles d'oppression économique et sociale, alors que Marx, dans son temps, en fait, voyait l'histoire comme une série de conflits de classes dans différentes formes de production. Young, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réadapte ses idées aux réalités actuelles, évoquant en fait une trajectoire vers le communisme moins inéluctable, on pourrait dire, mais toujours influencée par les luttes de pouvoir et de d'inégalité. D'ailleurs, en fait, l'émergence et l'affirmation de ces deux classes dominantes ont profondément en fait modifié la dynamique sociale due au capitalisme en tant que système. Les structures en fait de classes sociales antérieures, comme le classe féodale et les artisans indépendants, ont perdu leur pouvoir économique et influence sociale, alors que le capitalisme est venu en fait et s'est étendu mondialement. Et ces vestiges féodaux, on peut dire, ont été non seulement détruits, mais également intégrés dans le système contemporain du travail salarié dominé par les nouveaux principes économiques capitalistes. D'où maintenant la nouvelle, en fait, de comment, selon Young, notre système fonctionne, comment nos classes sont divisées. On a en haut les capitalistes, qui eux sont les détenteurs du pouvoir, le source de pouvoir, et qu'ils forment une forme d'exploitation pour les professionnels et non professionnels. Les professionnels, eux, ils sont exploités par le capitalisme, ils sont aussi issus du pouvoir et ils sont exploiteurs pour les non professionnels, alors que les non professionnels, qui sont à la fin de la hiérarchie, on va voir, qui sont à la fois exploités et à la fois impuissants. Qu'est-ce que cela, en fait, euh, qu'est-ce que cela, en fait, donne comme,
comme résultat, ben, en fait, la première injustice, c'est qu'il y a un certain manque de développement progressif des capacités. En fait, on va voir que les non-professionnels subissent une oppression qui entrave leur développement personnel. Et parce qu'ils sont au bas de la hiérarchie, ils ont une limite de leur épanouissement. De même, en fait, les emplois qualifiés de bullshit jobs, qui est une fait qui revient à une théorie de David Graeber, ben elle est connue en fait pour son implication dans les mouvements de Occupy Wall Street contre en fait la corruption dans les systèmes financiers, les inégalités économiques et le pouvoir excessif des grandes entreprises, qui aborde également la question d'oppression au sein du travail. Et dans son livre Bullshit Jobs, Graeber en fait met en lumière les conditions précaires et dénuées de sens des emplois qualifiés de ces bullshit jobs et principalement en fait occupés par les non-professionnels. Et cette observation, en fait, rejette la notion d'impuissance de Young et souligne que ces emplois privent les non-professionnels d'opportunités de développement personnel. Et cette situation, en fait, peut être expliquée en examinant les structures de la division du travail qui détermine, en fait, l'organisation des emplois et rendant les oppressions, en fait, difficiles à déceler. Il faut savoir que pour Young, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, je ne soutiens pas en fait que toute division entre les tâches et les fonctions est incorrecte. C'est très valable qu'il y a une certaine division de tâches. Mais en fait, c'est la division entre la conception des tâches et leur exécution qui se manifeste dans la division de classe sociale entre les emplois professionnels et non professionnels. Cette division, en fait, permet à relativement peu de personnes de développer et d'exercer leurs capacités. On va voir que les personnes qui sont comme des professionnels, ils ont là, cette capacité-là de s'émanciper, de développer leur capacité, alors que c'est les personnes qui sont dans les jobs, dans les travaux non professionnels, ils ont moins cette chance-là. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, on a un certain déficit de pouvoir décisionnel. Ainsi, même si les professionnels répondent aux ordres de leurs supérieurs ou des propriétaires de l'organisation, il faut savoir qu'ils jouissent quand même d'un droit légal leur permettant en fait, de superviser, de contrôler le travail de ceux qui sont positionnés inférieurs, et c'est-à-dire en fait les non-professionnels. Puis le pouvoir des professionnels, bien qu'avec des limites, en fait, offre une certaine latitude en matière de contrôle. Et lorsque les réglementations gouvernementales, par exemple des politiques en lieu de travail, affectent de manière disproportionnée certaines catégories de personnes en raison de leur race et de leur genre, ben, l'impuissance qui en découle peut être particulièrement oppressante. Par exemple, imaginons une situation où la majorité des décideurs sont des hommes blancs, ben, tandis que les voix des hommes non blancs sont sous-représentés dans les postes d'autorité. Dans ce cas, en fait, les réglementations risquent de ne pas tenir compte des demandes et des intérêts des groupes sous-représentés. Les professionnels ayant plus de pouvoir décisionnel peuvent alors exclure les professionnels du processus de délibération et de prise en fait, de décision. Ainsi, cet écart-là entre ceux qui détiennent des postes de pouvoir et de décision comme les professionnels et ceux considérés comme subalternes, notamment les non-professionnels, tendent à masquer l'impuissance. On va voir aussi même qu'on va, par exemple, les professionnels vont faire une certaine respectabilité dans tous leurs aspects de leur vie, pas seulement au travail, comparément aux non-professionnels. Et on va aussi qu'il y aura un certain écart entre ceux qui sont professionnels et ceux qui sont non professionnels. Puis qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je dis que c'est naturalisé, invisible? Parce que l'impuissance comme déficit de pouvoir décisionnel, ça donne une certaine forme d'impuissance enseignée, où en fait, c'est que chaque professionnel et non professionnel joue un rôle acquis. Alors, par exemple, pour le professionnel, ben, par exemple, mon donne qui dit, ben, je ne réalise peut-être pas à quel point mes actions peuvent être oppressives, mais simplement, là, la façon dont les choses fonctionnent, ici, non. Fait que, comment notre système est fait, ben, on donne beaucoup d'espace pour les professionnels, puis on leur donne le pouvoir de décision. Et c'est pour eux, c'est normal. Si, par exemple, pourquoi un non-professionnel devrait participer à cette délibération-là? Puis en même temps, on voit le non-professionnel qui dit, ben, ah, c'est juste comme ça. Je suppose que c'est là ma vie maintenant et je peux rien changer dans ma vie. Tout semble hors de mon contrôle. Fait que chacun des non-professionnels joue un certain rôle enseigné. Pour finir avec ma dernière phase de l'oppression qui est l'impérialisme culturel, ben, l'impérialisme culturel se manifeste à travers les expressions culturelles du groupe dominant, diffusant en fait ses valeurs et ses normes, tout en exploitant les ressources locales à son avantage. Et cette domination-là culturelle entraîne la subordination des individus appartenant à d'autres cultures, renforçant en fait les inégalités et les rapports de pouvoir. Une première, on va voir que une injustice qui découle de l'impérialisme culturel, fait qu'on va voir que les groupes marginalisés font face à une oppression
qui se traduit souvent par une limitation de leur capacité à exprimer librement leurs désirs et leurs sentiments. Et en fait, la culture dominante, on va voir qu'il s'impose comme un modèle sociétal visant à inculquer ces normes et valeurs aux groupes marginalisés, illustrant en fait la nature coercitive de cette oppression. Young, en fait, affirme que l'universalisation qui résulte de l'impérialisme culturel crée une injustice majeure, en fait, en étouffant les voix et les perspectives des groupes marginalisés. Or, en imposant la culture du groupe dominant comme norme sociétale, elle relègue les expériences et les connaissances de ces groupes en second plan, voire les ignorer complètement. Et on va aussi juste à compléter que, par exemple, quand on parle de groupes dominants, il faut savoir que même les minorités, ce n'est pas au niveau quantitatif, au niveau numérique, mais c'est au niveau plus relationnel, réfléchissant en fait les dynamiques de pouvoir. Avec les dominants, ce n'est pas toujours ceux qui sont le plus nombreux dans la société. Finir en fait avec ça encore très vite. Aussi, on va voir que Young en fait souligne que les groupes dominants ont souvent tendance à imposer leur expérience comme norme universelle, sans réaliser qu'ils les présentent comme étant le standard pour toute l'humanité. Et ces groupes en fait dominants ont parfois du mal à reconnaître leur propre statut privilégié, que ce soit parce qu'ils ignorent volontairement l'inégalité des relations de pouvoir ou parce qu'ils ne perçoivent pas la différence des conditions de vie en fait entre eux et les autres groupes sociaux. Et en ce qui concerne les stéréotypes, en fait, Young apporte un éclairage sur cette question en examinant leurs répercussions sur les personnes concernées. Elle affirme en fait que les stéréotypes associés à des personnes sont basés sur leur apparence, ce qui les rend en fait difficiles à contester ou contredire. Or, en fait, ces stéréotypes ne sont pas des représentations objectives de la réalité, mais plutôt en fait une construction sociale. Ils sont en fait chargés d'une connotation négative et contribuent à la perpétuation en fait, des préjugés et des discriminations. Et enfin, en fait, très rapidement, on va parler de l'injustice physique, en fait, l'injustice herméneutique et l'injustice disciplinaire. En fait, il y a la personne manque de crédibilité et herméneutique, en fait, qui manque qui assiste, en fait, manque d'outils pour pouvoir comprendre les vécus partagés. Et sur ce, je vous dis merci.